Certaines vérités semblent plus sûres lorsqu'elles restent enfouies au plus profond de soi, à l'abri des jugements et des critiques. Mais plus je me taisais, plus le silence devenait pesant. Alors, me voici, à voix haute, comme on murmure à un ami à 3 heures du matin, quand le monde dort encore. Je m'appelle Nathalie Harper. J'ai 35 ans. Je suis experte comptable judiciaire. Je passe mes journées à suivre les pistes financières que l'on s'efforce de dissimuler. Comptes offshore, comptabilité falsifiée, virements incohérents. Je suis douée pour ça, car je crois que les schémas ne mentent jamais. Ce sont les gens qui mentent. Les chiffres, non. Et pourtant, pendant 9 ans, j'ai vécu dans le plus grand mensonge de ma vie, sans rien voir venir. Tout a commencé par un coup de téléphone, un mardi après-midi pluvieux. La voix du policier était calme, assurée. Mon mari, Travis, avait eu un accident de voiture sur l'autoroute près d'Asheville. Ses 2 jambes étaient brisées, il souffrait de multiples fractures. Son état était stable, disait-il, mais les dégâts étaient importants. Ils ont employé le mot « chanceux » à plusieurs reprises, comme on le fait quand on pense simplement qu'il respirait encore. J'ai quitté le travail sans même fermer mon ordinateur portable. Quand je suis arrivée à l'hôpital, au pied des Blue Ridge Mountains, le ciel avait pris cette teinte pourpre orangée du début de soirée. Travis était allongé dans une chambre particulière au 4e étage, les jambes immobilisées par une traction, d'épais plâtres blancs luisant sous la lumière fluorescente. La chambre sentait l'antiseptique, les couvertures chaudes et une légère odeur métallique que je n'arrivais pas à identifier. J'ai rapproché la chaise et pris sa main. Il paraissait plus petit que jamais, pâle, le front perlé de sueur, les yeux mi-clos. Il a serré faiblement mes doigts et a murmuré « Je suis désolé de t'avoir fait peur. » Je lui ai dit que ce n'était pas grave, qu'on allait s'en sortir, que je ne le quitterais pas. Pendant la première semaine, je ne l'ai quasiment pas quitté. J'ai pris un congé parental, annulé des réunions, dormi sur cette horrible chaise pliante jusqu'à ce que j'aie le cou définitivement tordu. Je mesurais le temps au bip des moniteurs et au doux clic de la pompe à lait. Je me disais que c'était ça, un vrai mariage, être présent, rester, porter le fardeau quand l'autre n'en pouvait plus. Puis sa cousine Brooke est arrivée. Elle avait déménagé à Asheville quelques mois plus tôt, poursuivant un vague rêve, ouvrir une boutique. Elle avait 28 ans, le regard pétillant, le rire facile, toujours prête avec des boîtes à emporter ou du café frais. Elle faisait les courses que j'étais trop épuisée pour faire, remplissait les formulaires d'assurance, restait avec Travis quand j'avais besoin de prendre l'air dans le couloir. Je la remerciais sans cesse. Je lui disais combien nous lui étions reconnaissants. Et je le pensais vraiment. Avec le recul, cette gratitude me paraît presque enfantine. Vers la 3e nuit, l'épuisement a commencé à brouiller ma vision. Mes pensées se sont ralenties. J'avais l'impression d'appartenir à un autre corps. Recroquevillé dans le fauteuil, je regardais Travis dormir, ou du moins ce que je croyais être son sommeil, quand la porte s'est entr'ouverte. Marissa Klein, l'infirmière de nuit en chef, entra. La quarantaine bien entamée, imperturbable, le genre de femme qui avait vu toutes les formes de souffrance humaine et qui, malgré tout, était là pour son service. Elle vérifia les moniteurs, ajusta la perfusion, puis me regarda d'un air impassible. « Pourriez-vous sortir un instant ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai besoin que vous preniez quelque chose au poste. » J'acquiesçai, me levai et lissai mon pull avec une certaine importance. En passant devant elle, elle me glissa un petit objet plié dans la paume sans croiser mon regard. Son doigt se porta à ses lèvres. Un seul geste, rapide, imperceptible. Je m'engageai dans le couloir. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Mon cœur battait la chamade. Sous la faible lueur près de l'armoire à fournitures, j'ouvris le mot. Une seule phrase, écrite à la hâte à l'encre bleue. Vérifiez les images de la caméra de sécurité de la nuit dernière. Il ne dort pas. Si vous avez déjà ressenti cette sensation de vide sous vos pieds sans un bruit, vous comprendrez peut-être ce que j'ai ressenti. Je suis restée là, le papier tremblant entre mes doigts, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment écouté le silence qui régnait en moi. C'était comme si quelque chose se brisait. Je ne suis pas retournée tout de suite dans la chambre. Je suis restée plantée dans ce couloir éclairé au néon pendant ce qui m'a semblé des minutes, mais qui n'était probablement que quelques secondes, fixant le mot comme si les mots pouvaient se réarranger pour former quelque chose de plus doux. Mon pouce lissait sans cesse le pli, comme on touche un bleu pour voir s'il fait encore mal. Il ne dort pas. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête,
silencieuse et implacable. J'ai plié le papier en carrés de plus en plus petits jusqu'à former un petit nœud serré dans ma paume, puis je l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur. Les infirmières sont fatiguées. Les hôpitaux sont pleins de rumeurs et de choses à moitié vues. Peut-être avait-elle mal lu. Peut-être avait-elle vu un patient dans une autre chambre. Mais au fond de moi, je savais déjà que non. L'esprit qui passe ses journées à traquer les incohérences ne peut plus faire semblant quand ce schéma se manifeste dans sa propre vie. Je suis rentré lentement, suivant les mêmes pas prudents que je faisais chaque soir depuis des semaines. Travis était toujours dans la même position, la tête inclinée, les yeux fermés, sa respiration régulière. Je me suis assise, j'ai remonté la couverture jusqu'à sa poitrine et je l'ai observé. Vraiment observé. C'est alors que les petits détails ont commencé à me frapper. Ceux que j'avais ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'histoire que je voulais croire. Comme le fait que ses gémissements étaient les plus forts quand j'étais près du lit. Comme comment il s'atténuait dès qu'une infirmière entrait. Comme s'il réduisait le volume de sa performance. Ou comment, quand Brooke était dans la chambre, sa respiration devenait superficielle et théâtrale, presque cinématographique. Mais si je sortais, même 5 minutes, pour aller chercher de l'eau au salon, la chambre me paraissait étrangement calme à mon retour. Trop calme. J'ai essayé de vérifier les plâtres une fois, juste pour voir. J'ai tendu la main vers le bord du bandage près de son genou, me disant que je devais vérifier que la circulation était bonne. Sa main s'est tendue brusquement, fermement, et a saisi mon poignet. Non, a-t-il dit d'une voix lente. C'est trop. Je ne veux pas que tu vois ça comme ça. Son regard était suppliant. J'ai cru y voir de la fierté, de la vulnérabilité, de la dignité. J'ai reculé. Je me suis excusée. Je l'ai laissé garder ses distances. Son téléphone avait changé, lui aussi. Avant l'accident, il trônait face visible sur la table de chevet, les notifications sonnant sans cesse. Maintenant, il était sous son oreiller, toujours écran baissé. Dès qu'il recevait un message, il le coupait instantanément, d'un geste rapide et précis. Une fois, je lui ai demandé si tout allait bien au travail, et il m'a adressé ce petit sourire fatigué, comme si de rien n'était. Je déteste qu'il me voie dans cet état. Inutile. J'ai hoché la tête. Je comprenais. Du moins, c'est ce que je me disais. Brooke remarquait tout. Ou du moins, elle faisait semblant. Elle posait une main sur mon épaule et disait « Tu en fais tellement, Nathalie. Tu dois aussi prendre soin de toi. » Sa voix était douce, inquiète. Parfois, je la surprenais à jeter des coups d'œil à Travis. Des regards furtifs et indéchiffrables. Je me disais que c'était de l'inquiétude. La famille qui veille sur la famille. Si vous avez déjà aimé quelqu'un au point de vous habituer à ignorer ce qui pourrait faire mal, vous reconnaîtrez peut-être cela. La façon dont on collectionne les excuses comme d'autres collectionnent les timbres. La façon dont un point arrive comme un murmure et auquel on répond par des raisons plus fortes de rester. Le mot est resté dans ma poche pour le reste de la nuit. Je n'ai pas dormi. Assise là, j'écoutais les machines, la respiration régulière de Travis, le léger crissement des chaussures des infirmières dans le couloir. À chaque fois qu'il bougeait, même légèrement, mon cœur faisait un bond. Je repensais sans cesse au schéma, ce que j'avais appris à repérer, ce que j'avais ignoré parce qu'il pointait droit sur la vie que je m'étais construite. Au matin, le doute n'était plus un murmure. C'était un pouls régulier et discret. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas prononcé le mot « mensonge » à voix haute. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai commencé à chercher des preuves. Je n'ai pas précipité les choses. C'était le premier vrai choix que j'ai fait après avoir lu le mot. J'aurais pu faire irruption dans la chambre, exiger des réponses, briser le silence avec toutes les questions que j'avais ravalées pendant des semaines. Mais quelque chose en moi, peut-être cette même partie qui reste calme quand je démêle une escroquerie à plusieurs millions de dollars, me disait « Attends, observe. Prends du recul. » Alors, j'ai attendu. Les jours suivants se sont déroulés dans un étrange rythme suspendu. J'ai gardé la même routine, arriver tôt avec le café, lisser les draps, lui demander comment il allait, écouter les mêmes plaintes sur la douleur et l'ennui. Mais maintenant, chaque geste avait du poids. Quand j'ai ajusté l'oreiller derrière sa tête, mes doigts ont effleuré sa nuque et j'ai senti la chaleur de sa peau qui n'avait pas été fiévreuse depuis des jours. Quand je lui ai tendu de l'eau,
J'ai remarqué la facilité avec laquelle son bras s'est levé. Pas de tremblement, pas de faiblesse. Quand Brooke est arrivé avec le déjeuner du traiteur du coin, j'ai observé leurs regards se croiser une demi-seconde de trop, puis se détourner. Rien de tout cela n'était une preuve. Pas encore. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant un tableau que je refusais de voir. Les nuits étaient les plus difficiles. Vers 2 ou 3 heures du matin, quand l'hôpital retombait dans le silence et que la lumière du couloir baignait dans une douce lueur ambrée, je restais assise sur cette chaise à fixer le visage endormi de Travis, ou du moins ce que je croyais être son visage endormi. Parfois, ses paupières papillonnaient, à peine, comme s'il faisait semblant. Je retenais mon souffle, attendant qu'il craque, qu'il ouvre les yeux et me regarde comme au premier jour. Ouvert, sans défense. Il ne l'a jamais fait. J'ai commencé à me poser des questions que je m'étais toujours interdites. Et si l'accident n'en était pas un? Et si ces longues heures dont il se plaignait sans cesse n'étaient pas dues aux travaux? Et si les dettes qu'il avait mentionnées 1 ou 2 fois, d'un ton désinvolte, gêné, n'étaient pas si petites et passagères? Et le pire, celui qui me tenait éveillé même les yeux fermés. Et si j'avais si longtemps préféré l'endurance à la vérité que j'en avais oublié ce que c'était que d'être vrai? Peut-être connaissez-vous ce sentiment, cette prise de conscience lente et insidieuse que la personne à vos côtés n'est pas celle que vous croyez. Non pas parce qu'elle a changé du jour au lendemain, mais parce que vous avez enfin cessé de détourner le regard des signes. Cela ne se produit pas en fanfare. Cela se produit dans le silence. Un silence qui vous pèse sur la poitrine. J'ai pleuré une fois, pas dans la pièce, pas là où les autres pouvaient me voir. Je suis entrée dans la cage d'escalier près des ascenseurs, je me suis appuyée contre le mur de béton froid et j'ai laissé couler mes larmes, silencieuses, brûlantes, furieuses. Non pas parce que j'avais le cœur brisé au sens romantique du terme, mais parce que j'étais humiliée. Parce que j'avais passé 9 ans à construire ma vie autour de quelqu'un qui me voyait comme la proie idéale. Loyale, compétente, prête à tout porter sur ses épaules pour qu'il n'ait pas à le faire. La femme qui choisirait toujours le sacrifice plutôt que la suspicion. Quand les larmes ont cessé, quelque chose d'autre s'est installé. Pas de colère, du moins pas de la colère bruyante. Une concentration froide et lucide. La même concentration que j'applique à un dossier quand les chiffres ne collent pas. J'ai compris que je ne pleurais pas un mariage. Je pleurais la version de moi-même qui croyait que l'amour signifiait disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse vivre confortablement. Cette semaine-là, j'ai passé un coup de fil à un vieil ami de fac qui travaille maintenant dans la cybersécurité. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit doucement. Il y a des choses qu'on ne peut plus oublier. Es-tu sûr de vouloir les images? Je lui ai dit que oui. Moins de 2 heures plus tard, un lien sécurisé est arrivé dans ma boîte mail. Je ne l'ai pas ouvert à l'hôpital. Je suis descendue au parking, je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis autorisée à respirer. L'écran brillait faiblement dans la pénombre. J'ai branché mes écouteurs. Mes mains étaient immobiles. Trop immobile. J'ai appuyé sur lecture, et le monde dans lequel je vivais s'est fissuré comme de la glace. La vidéo a commencé simplement, en noir et blanc, granuleuse, provenant de la caméra au plafond de la chambre de Travis. Je me suis vue à l'écran, plus petite que je ne me sentais, fatiguée, les épaules voûtées, bordant la couverture une dernière fois. Je l'ai embrassé légèrement sur le front, lui ai murmuré quelque chose à propos de mon retour, et je suis sortie. La porte s'est refermée avec un clic. Le silence s'est installé dans la pièce. Aucun bruit, hormis le léger bourdonnement des machines. Travis était allongé là, immobile. J'ai retenu mon souffle, fixant l'écran, espérant de tout cœur que l'infirmière se trompe. Puis ses yeux se sont ouverts brusquement, sans lenteur ni somnolence, comme ceux de quelqu'un qui se réveille après avoir pris des antidouleurs, vif et alerte. Il leva la tête, scruta la pièce vide, puis se redressa en prenant appui sur ses coudes, d'un mouvement fluide et sans effort, sans grognement ni hésitation. Il fit basculer ses jambes plâtrées hors du lit, les fit pivoter légèrement, comme pour les tester. Puis il attrapa son téléphone sous l'oreiller, ses pouces parcourant l'écran à toute vitesse. J'eus un nœud à l'estomac. L'air dans la voiture me paraissait trop lourd, trop étouffant. J'appuyai ma paume contre la vitre, le verre froid contre ma peau, mais en vain. La trahison n'était pas bruyante. C'était un délitement silencieux, comme tirer sur un fil et voir toute la couture se défaire. Quelques minutes plus tard,
la porte s'ouvrit de nouveau sur l'écran. Brooke se glissa à l'intérieur, un grand sac fourre-tout à la main. Elle sourit, d'un air désinvolte et complice, en verrouillant la porte derrière elle. « Elle est partie ?» demanda-t-elle, la voix étouffée par mes écouteurs, mais suffisamment distincte. Travis rit. Un vrai rire. Il sortit du sac des barquettes de plats à emporter, du poulet frit, des frites et quelques bières. Il mangeait comme si c'était un pique-nique, les jambes pendant hors du lit. Il plaisantait sur le goût de la soupe d'hôpital, qui était insipide, et sur combien de temps il pourrait encore jouer la comédie. Brooke se pencha vers lui, sa main sur sa cuisse à travers le plâtre. « Encore un peu, dit-elle. Tiens-toi au scénario. » Puis la conversation dévia sur ma maison. La maison victorienne de Montfort que mes parents m'avaient léguée. Celle qui était à mon seul nom. Travis disait qu'une fois vendue, ses dettes disparaîtraient. Des prêts contractés pour jouer auprès de gens qui n'avaient pas su patienter. Il disait que j'étais facile à convaincre parce que je me faisais toujours passer en dernier. Le sacrifice d'abord, jamais de question. Il disait que le divorce viendrait une fois l'argent encaissé. Simple et net. Brooke hésita un instant. Sa fourchette resta suspendue dans le vide, comme si un regret fugace y avait traversé l'esprit. Puis elle hocha la tête et dit « Elle le fera pour toi. Elle le fait toujours. » La vidéo s'arrêta. J'enlevai mes écouteurs et restai assise dans le silence du garage, les murs de béton ne laissant aucun écho. Je ne criais pas, je ne jetais pas mon téléphone. J'ai ressenti une douleur lancinante, un vide immense là où régnait la confiance. De l'humiliation, certes, mais bien plus profonde. J'étais un personnage de leur pièce, l'épouse dévouée, aveugle et influençable. Si vous avez déjà réalisé que vous aimiez une version idéalisée de quelqu'un qui n'a jamais existé, vous comprendrez peut-être le silence qui suit. Pas de rage. Pas encore. Juste la froide lucidité de se voir tel qu'il vous voyait. Utile jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. J'ai sauvegardé le fichier. J'en ai transféré des copies sur des disques durs sécurisés. J'ai changé tous les mots de passe qui me venaient à l'esprit. Puis je me suis levée, j'ai lissé mes cheveux dans le rétroviseur et je suis remontée. À partir de cet instant, j'ai cessé d'être l'épouse. Je suis devenue l'observatrice. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai gardé mes sourires fatigués, mes gestes tendres. Quand Travis m'a demandé comment j'allais, j'ai répondu que je me débrouillais. Quand Brooke m'a suggéré de me reposer davantage, je l'ai remercié d'une étreinte qui sonnait faux. J'ai même évoqué la possibilité de parler à un agent immobilier pour la maison, au cas où ma convalescence prendrait plus de temps. Je l'ai dit lentement, comme si les mots me faisaient mal. Ils se détendirent visiblement. Travis me tint la main plus longtemps, murmurant des mots de gratitude. Brooke consulta moins souvent son téléphone. Sa mère appelait plus souvent, parlant des sacrifices familiaux, du fait que l'argent n'était rien comparé à la santé. Pendant ce temps-là, discrètement, je rencontrais mon avocat dans un café à l'autre bout de la ville. J'ai épluché les relevés bancaires, les virements, les paris, les comptes cachés qui avaient poussé comme des mauvaises herbes, et retracé le rapport d'accident. Aucune trace de freinage, faible vitesse, presque délibérée. Ils étaient devenus négligents. Travis oubliait parfois de gémir. Il se tenait trop droit. Brooke chuchotait trop fort dans le couloir. J'attendais, non par vengeance, mais le moment où leur propre poids ferait tout s'effondrer. Et ce fut le cas plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. La nuit qui suivit fut calme, presque ordinaire. Les visites touchaient à leur fin. Dans le couloir, devant la chambre de Travis, on entendait le doux cliquetis des chariots et des voix lointaines. Sa mère était assise dans le fauteuil du coin, murmurant des prières en récitant son chapelet. Brooke se tenait près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone, levant les yeux toutes les quelques secondes comme si elle attendait un signal. Travis posait sans cesse les mêmes questions. Quand est-ce que l'agent immobilier rappelle? Tu as signé quelque chose? Sa voix était tendue, l'impatience transparaissant dans son jeu. Je répondais doucement à chaque fois. Ça avance. Sois encore patient. Je parlais comme si j'étais encore sous le coup de l'amour. Il me croyait parce qu'il le voulait. Puis la porte s'ouvrit. Sans fracas. Pas d'entrée en trombe, juste un léger coup. Un homme en veste sombre entra, seul, impassible, le genre de personne qui n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire entendre.
Il se présenta comme un représentant chargé de certaines affaires financières privées. Il regarda Travis droit dans les yeux. Le visage de Travis se décomposa. Il se mit à gémir bruyamment, serrant les draps, jouant la victime à fond. Sa mère se leva, alarmée. Brooke se figea. L'homme ne haussa pas la voix. Il se contenta d'énoncer le montant dû, les intérêts, et la date limite déjà dépassée. Il dit que les personnes qu'il représentait n'attendaient plus. Travis se tourna vers moi, les yeux écarquillés de panique. « Dis-lui, Nathalie, parle-lui de la maison. L'argent vient de la maison. » J'ai avancé lentement. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et l'ai connecté au petit écran mural utilisé par les infirmières pour les dossiers. Sans un mot, j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a rempli l'écran. Travis, assis sans effort, riait, mangeait du poulet frit et buvait de la bière. Brooke était à côté de lui, la main sur sa jambe, lui rappelant de continuer à jouer les innocents. Leur voix, claire et désinvolte, parlait de vendre ma maison, de rembourser les dettes, de divorcer une fois l'argent en sécurité. Sa mère a poussé un cri d'effroi. Une main s'est portée à sa bouche. Brooke s'est adossée au mur, secouant la tête comme si elle pouvait faire disparaître les images. Travis fixait l'écran, bouche bée, sans un son. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était plus lourd qu'un cri. L'homme à la veste a hoché légèrement la tête, presque avec pitié. « Je n'ai jamais vu quelqu'un simuler aussi bien », a-t-il murmuré. Puis il est parti. Aucune menace, juste le poids des mots. Travis tendit la main vers moi. « Nathalie, laisse-moi t'expliquer. J'avais peur. J'allais te le dire. Je te le jure. » Je le fixai longuement. Je ne ressentis absolument rien. Ni colère, ni pitié, juste l'absence de tout ce que j'avais autrefois donné à lui. D'une voix calme, je lui dis « Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, et les conséquences n'ont pas besoin d'être cruelles pour être réelles. » Je rassemblais mes affaires comme chaque soir depuis des semaines, lentement, délibérément. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne me retournais pas vers le lit, les plâtres, les machines, l'homme qui avait jadis rempli mon avenir. Arrivé à la porte, je fis une pause. Je ne vendrai pas la maison. Tes dettes ne sont pas les miennes. Je vais demander le divorce. Sa mère pleurait à chaudes larmes. Brooke évitait mon regard et murmurait sans cesse qu'elle était jeune, qu'elle avait voulu que ça aille aussi loin. Je ne répondis pas. Je sortis dans la nuit froide d'Asheville. L'air vif de la montagne me fouettait le visage. Les réverbères scintillaient sur le trottoir mouillé. Pour la première fois depuis des mois, je respirais sans me soucier du bruit. Le reste suivit tranquillement. La procédure de divorce fut rapide. Les preuves éclaircirent la situation. Les dettes étaient réglées. La maison était restée intacte. Le monde de Travis s'effondra sans public pour le soutenir. Brooke disparut de ma vie. Plus d'appels, plus d'excuses, juste le silence. Je retournai au travail, où les chiffres se traduisaient par des soirées seules dans la maison victorienne qui, enfin, me semblait mienne. La solitude était présente, certes, mais il y avait aussi de l'espace. Un espace véritable, un espace où respirer. Des mois plus tard, je rencontrai Owen par l'intermédiaire d'un collègue. Il était calme, réfléchi, le genre d'homme qui écoute avant de parler. Nous avons commencé par prendre un petit café après une longue journée, puis par faire des promenades le long de la rivière à la tombée de la nuit. Il n'a jamais insisté, ne m'a jamais demandé de raconter le passé. Quand j'avais besoin de calme, il me l'offrait sans que cela ne crée de distance. Un soir, assis en face de lui à une petite table, il dit quelque chose de simple. La confiance ne se commande pas. C'est quelque chose qui se gagne jour après jour. Ces mots ont résonné en moi. J'ai réalisé que j'avais passé des années à confondre l'endurance avec l'amour, le silence avec la loyauté, la souffrance avec une preuve. Avec Owen, il n'y avait pas de jeu, pas besoin de disparaître pour laisser briller quelqu'un d'autre. Juste deux personnes, telles qu'elles étaient. Avec le recul, cette histoire n'a jamais été une histoire de vengeance. Une histoire de lucidité. L'histoire du moment où l'on cesse de s'accrocher à un mensonge et où l'on commence à se sauver soi-même. Si cela vous parle, si vous êtes déjà resté plus longtemps que nécessaire parce que partir vous semblait un échec, écoutez ceci en silence. Vous n'êtes pas faible de faire confiance.
Vous n'êtes pas cruel le de vous choisir. S'éloigner de ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas rompre une promesse. C'est enfin tenir celle faite à la personne qui vous attendait depuis toujours. Merci d'être resté avec moi dans l'obscurité ce soir. Chaque histoire comme celle-ci nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Elle attend le moment où l'on est prêt à la révéler. Si ce récit vous a touché restez avec nous. D'autres vérités attendent d'être dites.